Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'une chose. C'est pour parler des pays africains. En fait, vous allez m'excuser si je fais une vidéo, que les gens m'excusent. Parce que je sais que à la fin, les gens auront tendance à vouloir m'insulter. Les gens vont me dire, donner toutes sortes de mots, me lancer n'importe quelle sorte de langage. Mais il faut que je dise ce que j'ai à dire. Nous sommes tous africains. Et j'ai l'impression que les pays africains ne veulent pas leur autonomie. Les pays africains ne veulent pas leur véritable indépendance. Je suis même parfois écœuré par le fait d'un manque d'ambition, de développement de beaucoup de leaders politiques africains, de beaucoup de présidents africains. Vous allez m'excuser si je parle de ça. Si on prend le cas par exemple du président du Gabon, président actuel du Gabon, aucune intention véritable de développer son pays. Le Gabon va rester un pays consommateur et non un pays producteur. Ça, ce sont les intentions affichées du président Oligui Nguema. Vous allez m'excuser, il n'est pas le seul. Ils sont très nombreux en Afrique qui n'ont aucune ambition de vouloir faire que leur pays soit émergent. J'avais vu les projets du président Ali Bongo. Les projets d'Ali m'avaient séduit. Il était admiratif devant Ali Bongo. Je ne veux pas le cacher. Parce que Ali, c'était un visionnaire. Ali, c'était quelqu'un qui... Il avait une grande vision pour son pays. Mais peut-être qu'il a manqué des hommes pour l'accompagner. Peut-être. Ou encore, il a voulu tomber dans le jeu des autres. Dans les grands slogans. Je suis dérangé parce que la plupart des pays africains ne veulent pas sortir du joug colonial, de la dépendance par rapport à l'extérieur. La plupart des pays africains ne veulent pas avoir leur autonomie financière, leur autonomie, par exemple, militaire, leur autonomie, par exemple, sociale, stratégique. Ils ne veulent pas. Chaque fois, c'est comme si ces pays africains ne vivaient que des aides et compromettent leur souveraineté par rapport à quelques aides venant de l'extérieur, des pays extérieurs. Compromettent leur souveraineté par rapport à l'aide militaire, compromettent leur souveraineté par rapport à l'aide économique, par rapport à l'aide stratégique. Et au plan même stratégique, les universités qu'on a en Afrique servent finalement à quoi? C'est une question que je me pose tous les jours. Les recherches sont faites dans les universités. Je vais prendre un cas simple. Quand vous prenez l'université Yaoundé 1, vous prenez la faculté de sciences de l'université Yaoundé 1, des travaux de recherche sont faits tous les jours. Des découvertes sont faites. Lorsque j'étais par exemple dans le laboratoire à l'école normale supérieure de Yaoundé 1, je ne vais pas vous cacher, en une semaine, on pouvait avoir par exemple au moins 10 à 15 produits nouveaux, principes actifs extraits des plantes. C'est-à-dire 10 à 15 chaque semaine. Les laboratoires du Cameroun, malgré le fait que ça ne soit pas suffisamment équipé, malgré le fait qu'il y ait manque criard de réactifs, manque criard de matériel pour pouvoir faire les expériences, les chercheurs sont des travailleurs. Les chercheurs sont des personnes qui se battent tous les jours pour que les choses avancent. Mais tout ça sert finalement à quoi? Ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Par rapport au bien fondé, à l'utilité de nos universités. Ailleurs, la grandeur d'un pays, la grandeur d'une université, c'est le nombre de ces prix Nobel. Le nombre de personnes, d'enseignants qui ont eu les prix. La valeur de ces écoles, de ces universités, c'est le nombre de prix Nobel. Chez nous, il n'y a rien pour encourager la recherche. Rien pour encourager l'innovation.
rien, aucune politique pour pouvoir prendre en main ces innovations-là, ces découvertes, même les inventions. J'ai toujours dit, j'ai toujours proposé sur cette chaîne, les vidéos sont là, que en fait, normalement, les États peuvent faire en sorte que les universités soient autonomes. Et quand je dis autonome, ce n'est pas le fait de vivre uniquement des inscriptions, des frais de scolarité des étudiants. Non. On peut même faire que, par exemple, ces universités soient gratuites. Que, par exemple, il n'y a plus les frais d'inscription dans les universités. Mais que, par exemple, les inventions, qu'on pousse les universités à produire des inventions. C'est possible. Et que ces universités puissent vivre des frais de licence, c'est-à-dire des frais de location des licences ou des frais de vente des licences par rapport aux inventions qu'elles auraient faites. En fait, nos pays, au plan stratégique, c'est-à-dire par exemple concernant l'armement, les armes dissuasives, ne font aucun effort pour pouvoir en posséder. Nous possédons l'uranium, nous possédons les ressources naturelles, mais nous ne faisons rien pour pouvoir nous développer. On ne fait absolument rien. Nous, par exemple, lorsque vous regardez dans nos pays africains, lorsque, par exemple, on voit il n'y a pas de projet par rapport à un développement d'un domaine bien précis. Il n'y a aucun. Et même parlons de l'énergie dans les pays africains. Parlons même du problème même sérieux des énergies dans les pays africains. Les gens vont se poser pourquoi les délestages, pourquoi les sociétés, par exemple, d'électricité coupent le courant au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en République centrafricaine, en République de la Guinée équatoriale, dans presque tous les pays du monde. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Dans le fond, c'est du business. C'est le business. Je vous explique un peu. Les grandes entreprises occidentales sont déployées pour se déplacer en Asie, c'est-à-dire en Chine. Et d'autres sont allés en Corée du Sud et à Taïwan. Maintenant, ces entreprises qui sont délocalisées, européennes et aussi américaines, qui sont délocalisées pour la Chine, maintenant produisent. La Chine est devenue l'usine du monde, le secteur secondaire, parce que le secteur primaire, c'est la production des matières premières. Et les principaux pays producteurs de matières premières, les Africains font partie. Surtout en ce qui concerne le domaine de l'électronique, le coltan, le cobalt, parce que l'or, le cuivre, bref, ce sont les Africains. La plupart du temps. Même l'uranium, c'est les Africains. Et le véritable problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y a les entreprises. Bolloré, par exemple, il veut parler de ça, a investi plus de 2 milliards d'euros sur la production des batteries. Et d'ici quelques années, les voitures vont fonctionner à partir des batteries, les motos vont fonctionner à partir des batteries, les maisons seront électrifiées à partir des batteries, c'est-à-dire on va utiliser l'énergie solaire ou les éoliennes pour charger les batteries là. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que les gens entrent progressivement vers ça. Étant donné que le pétrole, on est en train de quitter progressivement du pétrole pour partir vers les énergies vertes. Vous avez entendu dernièrement le défi qui s'est lancé quand Donald Trump a coupé certaines aides à l'Afrique du Sud, en protestant que l'Afrique du Sud est en train de menacer la minorité blanche qui se trouve, les Afrikaners qui se trouvent en Afrique du Sud. Les Européens ont décidé de soutenir l'Afrique du Sud en lui envoyant par exemple cette truc-là pour, par exemple, ça doit être les panneaux solaires, l'éolienne, c'est-à-dire pour l'utilisation des éoliennes. Or, c'est beaucoup d'argent. Nous, par exemple, en Afrique, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas produire? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas développer aussi ces technologies-là? Qu'est-ce qui nous dépasse? Pourquoi nous ne produisons pas aussi le soleil? Pourquoi nous ne produisons pas, par exemple, aussi nos plaques solaires? Pourquoi nous ne sommes que des consommateurs?
Parce qu'en fait, nous pouvons produire tout ça. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui là, mais voici, je suis dans la plantation. En fait, l'idéal pour moi, c'est de faire, par exemple, de trouver un cahier de charge. Pouvoir dire aux gens, voilà, si vous voulez faire dans la culture, sachez que les terres ne sont pas uniformes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un champ, il faut savoir, par exemple, que même si la terre est fertile, la terre n'est pas fertile de la même façon partout dans le champ. Il y a des endroits qui sont fertiles, des endroits qui ne seront pas. Et comment faire pour savoir qu'un endroit est fertile et qu'un autre endroit n'est pas fertile? Vous pouvez voir, par exemple, quand vous allez cultiver peut-être le maïs, vous allez voir qu'il y a un endroit qui va nous donner les grosses pierres, un endroit même que le maïs ne va pas bien pousser. Ça vous permet déjà de comprendre qu'il y a un gradient, c'est une variation de la récolte en fonction de la position. Gradient de production dans le champ. Donc, ici, pour moi, il est question, par exemple, de rechercher autant que possible le développement de nos pays africains. Nous devons être au plan stratégique aussi là. C'est-à-dire que l'Afrique doit posséder son arme nucléaire. L'Afrique doit posséder ses drones de combat. L'Afrique doit posséder aussi ses armes de dissuasion. Nous devons posséder ces armes-là. Vous allez m'excuser si je parle comme ça. Pour moi, personnellement, je suis prêt à former des scientifiques, si possible, pour qu'on atteigne ce but-là. Et peut-être je ferai partie, Inch'Allah, de ce projet. Il faut savoir une chose, c'est que quoi? C'est que tant que nous n'allons pas être souverains, tant que nous n'allons pas avoir un pouvoir de dissuasion, nous aussi, en Afrique, les autres vont toujours nous parler fort. Et tant que nous serons des mendiants, et que nous allons toujours aller vers les autres pour leur demander des aides, que nous serons toujours des assistés, on ne pourra jamais s'en sortir. Les autres vont toujours nous dominer. Et ils vont toujours créer les conflits chez nous. Ils vont toujours faire en sorte qu'on va dire qu'il y a des rebelles, il y a par exemple le terrorisme, les terroristes, il y a ceci, tout ça, pour créer le désordre afin d'exploiter nos ressources. Vous avez vu, je vais parler dans une précédente vidéo de Muammar Kadhafi. Je vous ai donné par exemple les raisons officielles et les raisons cachées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que les raisons officielles, ça sera toujours l'humanitaire. Et Donald Trump le savait. C'est donc la raison pour laquelle, suivant son mandat, Donald Trump a dit qu'il va bloquer les causes de la guerre. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprenaient pas pourquoi il a bloqué l'USAID. Parce que c'est cette organisation qui est à l'origine des guerres partout en Afrique. C'est cette organisation qui finançait la guerre. Donc, Donald Trump n'est pas un vent-à-guerre. Il a dit, durant son mandat, il ne va pas faire la guerre. Il va tout faire pour, aussi tant que possible, limiter. Faire en sorte qu'il y ait la paix partout dans le monde. J'ai dit tantôt dans cette nouvelle vidéo qu'il était comme un messie. Et moi, j'y crois aussi que Donald Trump serait un messie. C'est un élu. C'est une personne que peut-être c'est Dieu qui a envoyé. Donc nous, Africains, nous devons nous réveiller. Nous, Africains, nous devons apprendre à travailler. Pas à travailler peut-être dans le désordre. Travailler de façon méthodique pour que nos enfants et nos petits-fils soient mieux que nous. Quel continent, quel pays allons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-fils? Ça, c'est la question primordiale qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que nous sommes prêts à mieux vivre? Parce que, suivant nos égoïsmes, nous sommes naturellement égoïstes et nous voulons tout pour nous et parfois rien pour les autres. J'entends les gens dire, je gagne quoi? Je vais gagner quoi? Je vais profiter quoi? Mais nous, il faut demander, nous allons gagner quoi? Nous allons profiter quoi? Parce que le nous l'emporte sur le jeu. Nous devons d'abord chercher l'intérêt commun avant de rechercher l'intérêt individuel. Il y a un homme politique camerounais particulièrement qui m'a posé la question une fois parce que je disais, je critiquais, j'apportais des critiques à un homme politique camerounais. Il y a un autre qui m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu reproches à cet homme? J'ai dit, mais il est égoïste, il n'est que égocentrique. Comment il peut oser dire que il y a telle personne qui est là, qui ne pense que à lui, qui dit comment il mange bien, comment sa vie a changé depuis qu'il est là-bas député, depuis qu'il est député. Il dit que, mais toi, tu t'attendais à quoi? Il dit que non, il devait parler de nous. Je ne peux pas comprendre qu'un homme politique de son envergure puisse dire des choses pareilles. Je ne peux pas comprendre, il me dit non. Chacun cherche d'abord pour son ventre. Les gens n'ont pas le temps de chercher le bien commun. Le bien commun est une utopie.
J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Le bien commun, le bien de tous et de chacun doit être une priorité pour nous tous. On doit d'abord chercher à faire quelque chose qui pourra profiter à tout le monde. Ça, c'est un devoir que nous avons. Nos enfants et nos petits-fils doivent être mieux que nous. L'héritage qu'on doit leur laisser doit être quelque chose de bien, doit être quelque chose de positif. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Camden, je suis répétiteur de profession, je suis enseignant de formation. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et partagez le maximum possible. Il n'y a pas 2% de personnes qui suivent nos vidéos qui sont abonnées. On parle de 1,7% de personnes qui voient nos vidéos qui sont abonnées. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Le fait de vous abonner fait en sorte que nos vidéos soient plus visibles. Sachez que notre chaîne n'est pas monétisée. La chaîne n'est pas monétisée. Donc le fait par exemple de faire ça, ça fait que notre communauté augmente. Et ça fait aussi que nos vidéos soient mieux vues et que par exemple on puisse partager, que l'esprit panafricaniste, que nous puissions la voir véritablement. Que par exemple nous puissions nous soutenir les uns les autres. Et que par exemple, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, que le continent soit parmi les hyperpuissances du monde. Pourquoi pas? Donc en fait, je me créerais parce que en fait, dans les universités, on fait des choses, beaucoup de bonnes choses, mais qui ne sont pas exploitées. J'ai parlé dans une de mes vidéos de l'Allemagne qui profite beaucoup des travaux de recherche. L'Allemagne équipe parfois des laboratoires chez nous, mais ce sont eux qui profitent de tous les travaux de recherche. Eux, ils déposent des brevets d'invention. Presque les entreprises pharmaceutiques déposent des brevets presque tous les temps. Grâce aux travaux de recherche qui sont faits chez nous. Nos enseignants, nos chercheurs ne profitent presque pas. Ils se contentent de l'équipement qu'on leur donne. C'est vrai, c'est déjà un pas. C'est vrai, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, en temps normal, l'État du Cameroun devrait faire les efforts pour que les brevets soient déposés par les universités, pas par les individus, pas par les enseignants. Et que par exemple, sur chaque brevet, qu'il y ait des pourcentages, que l'université ait par exemple, on peut dire peut-être que celui qui a inventé, celui qui a fait l'invention à 10%, le laboratoire peut-être 20%, la faculté a peut-être 20%, et le reste de l'argent rentre dans les caisses de l'État, peut-être 50% rentre dans les caisses de l'État. Voilà par exemple. Et là par exemple, ça va pousser les gens. Imaginez un peu que peut-être on loue votre brevet à 1 milliard de francs, et que le chercheur a 10%. Vous faites 1 milliard divisé par 10, ça fait 100 millions. Le professeur a 100 millions. Le laboratoire a 200 millions. L'université a 200 millions. Et vous voyez par exemple, et imaginez par exemple qu'il y a peut-être, ne prenons pas beaucoup, prenons 30 personnes qui déposent des brevets chaque année. S'il y a 30 personnes qui déposent des brevets et que peut-être il y a 20 personnes qui ont lu les brevets, on a plus de 4 milliards par université ou par faculté. Et vous voyez par exemple que les 4 milliards là, imaginez un peu, il y aura de l'émulation. Les enseignants vont se battre pour travailler et la recherche va évoluer en un temps record. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.